SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On approche à Saint-Valentin. On va parler du cœur aujourd'hui à notre chronique santé en compagnie de Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Tu voulais nous parler du cœur un peu, j'imagine, aussi en réaction avec ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, ce fameux joueur de football qui a eu un problème cardiaque. On dit problème cardiaque, c'est quoi? C'est de l'arythmie? C'est une crise cardiaque? Il y a tellement de possibilités, mais c'est pas du tout la même chose d'une fois à l'autre. Non, effectivement. Puis tu sais, souvent, les gens vont dire, bon, il y a eu une crise de cœur ou il est arrivé de quoi au cœur, mais tu sais, c'est un peu flou pour beaucoup de gens. Tu sais, c'est quoi les différents problèmes cardiaques qu'on peut rencontrer. Mais dans le fond, c'est pas si compliqué. C'est de la plomberie puis de l'électricité. Hein. C'est une pompe. Fait que, tu sais, on peut quand même simplifier. C'est sûr, ça devient un peu plus complexe quand on va dans les détails. Mais en gros, principalement, tu sais, c'est une pompe. Puis fait que c'est de la plomberie puis de l'électricité. Fait qu'on peut avoir soit un problème avec la plomberie ou un problème avec l'électricité de la pompe. OK, fait que, on précise ça? Oui, c'est ça. Fait que souvent, les problèmes les plus fréquents qu'on voit, c'est les problèmes de plomberie ou de tuyauterie, donc les artères, les artères coronaires qui vont se bloquer. Donc, la plupart du temps qu'on dit il a fait une crise cardiaque, il a fait un infarctus, on a le terme syndrome coronarien aigu, qui sont toutes des variantes. Je ne veux pas trop rentrer dans le technique, là, mais grosso modo, c'est qu'il y a une obstruction des artères coronaires, dans le fond, par des plaques de cholestérol. Sauf que, contrairement à ce qu'on pense, dans le syndrome coronarien aigu, des fois, il n'y a plus assez de sang, c'est trop rétréci, le sang passe plus bien, puis à l'effort, on va venir avec de l'angine. Ça, c'est vraiment les plaques de cholestérol dans les parois des artères qui viennent bloquer en partie ou en presque totalité l'artère, puis que aussitôt qu'on demande un petit peu plus de gaz, puis que là, la fréquence cardiaque augmente, on a une douleur, un serrement, c'est que là, il manque d'oxygène pour nourrir le cœur, mais il n'y a pas de blocage complet. Fait que dans le fond, quand les gens se reposent, prennent un peu de nitro, ça revient, fait que ça, c'est de l'angine à l'effort. Et puis, souvent, qui va être déterminé par un tapis roulant à l'hôpital pour confirmer le diagnostic, tout ça. Puis, après ça, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. On peut aller un petit peu dilater les artères, débloquer ça, faire des pontages dans d'autres cas. Oui, c'est ça. On entend souvent ça. Il y a eu un pontage, double pontage, triple pontage. Ça, c'est le nombre d'artères qui sont bloquées dans le fond. Bien, en fait, le pontage, c'est une intervention chirurgicale on va bypasser, dans le fond, la partie avec... on prend d'autres petits vaisseaux sanguins. On vient, on va prendre des veines, puis on va contourner, en fait, pas le caillot, mais l'endroit qui est rétréci en pontant. Dans le fond, on fait comme un nouveau vaisseau là, qui vient, on vient contourner. Mais aussi, ça, il y a une autre intervention qui est l'angiographie. En fait, on va aller avec des poses de tuteur, on va aller dilater l'artère avec un ballon. Puis on va mettre un petit tuteur à l'intérieur pour le garder dilaté. Fait que ça, c'est les deux interventions possibles. Pour aider à ce qu'il fonctionne évidemment, mieux. C'est déterminé exactement. On redilate finalement pour que le sang passe mieux. Ça, c'est des interventions, c'est déterminé par le cardiologue là, que selon certains facteurs de risque, selon la situation de chaque patient, si c'est des pontages ou la fragilité des artères et tout. Là, il y a des artères qu'on ne peut pas aller dilater, il y a trop de risque de rupture. En tout cas, bref, ça devient technique. Mais grosso modo, c'est ça, c'est les deux interventions possibles. Mais dans les faits, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment là, chez les gens qu'on dit qu'il a fait un infarctus ou il a fait une crise de cœur, mais on parle souvent justement là, de l'angine, donc des parois. Quand on fait un infarctus, quand il y a un blocage complet de l'artère, c'est pas la plaque de cholestérol qui vient bloquer, hein, c'est qu'on a une rupture de plaque. Ce qu'on appelle la plaque, c'est où il y a des plaques de cholestérol à l'intérieur des artères. Et évidemment, la paroi, c'est de l'artère, c'est la muqueuse interne. En l'étirant avec du cholestérol, elle s'amincit, elle devient plus fragile et elle peut se briser. C'est pour ça qu'on donne de l'aspirine aux gens qui sont angинeux, pour que si jamais il y a une rupture de plaque à l'intérieur, donc là, il y a un segment et il y a formation d'un caillot à l'intérieur de l'artère, et c'est là que le caillot bloque. Donc, on donne l'aspirine pour éviter que ce caillot-là, finalement, pour essayer de le maintenir et qu'il soit moins gros, pour que, dans le fond, au lieu de bloquer complètement l'artère, que, dans le fond, on diminue le risque d'un gros caillot massif qui vient bloquer. Mais c'est des doses infimes, là. Oui, petite dose d'aspirine, effectivement. Donc, c'est ce qui se passe dans un infarctus, qu'on a un blocage complet puis qu'on a d'un coup sec une crise de cœur ou un infarctus. C'est vraiment une rupture de plaque à l'intérieur d'une artère où il y a une formation d'un caillot qui vient bloquer. Et c'est là que le temps entre en ligne de compte. Il faut que ça soit pris en charge extrêmement rapidement pour soit aller passer une angiographie, aller dilater tout ça avec ou aller dissoudre le caillot si des fois c'est trop long avant de pouvoir aller dilater. Là, il y a des différentes interventions possibles, mais c'est le temps qui compte rendu là. Évidemment, plus l'artère elle est grosse ou il se forme un caillot, plus le risque de séquelles ou le risque de décès est élevé. Donc, parce qu'évidemment, il y a les artères principales autour du cœur, les artères coronaires, il y a les petites artérioles. Évidemment, si on a un petit caillot dans une petite artériole secondaire,
bon, c'est moins grave la plupart du temps. Puis, mais si, dans le fond, on a un caillot massif dans une grosse artère, mais là, évidemment, on peut décéder parce que là, une grosse partie du cœur peut mourir finalement parce qu'il n'y a plus d'oxygène qui le nourrit. Fait que, grosso modo, là, c'est ce qui se passe dans le fond. Mais à la base de tout ça, c'est qu'il faut avoir des dépôts de cholestérol. Donc, quand on veut abaisser le mauvais cholestérol ou quand on prescrit le médicament pour le cholestérol à des gens, mais qui se sentent bien, ils disent « je suis pas malade, mais non. » Mais tu sais, si c'est préventif aussi, là. Ben, c'est en prévention d'un premier événement cardiovasculaire. Puis ça dépend des facteurs de risque, évidemment. Si ton père est mort à 55 ans d'un infarctus, ça se pourrait qu'on soit plus agressif chez vous sur le taux de cholestérol que, mettons, quelqu'un que ses 2 parents, puis toute la famille est morte à 90 ans sans aucun problème cardiovasculaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement... Exactement. Ce facteur de risque-là est calculé par le médecin. En fait, dans le fond, il y a un outil qui utilise la table de Framingham qui calcule selon l'âge, les facteurs de risque, nos habitudes de vie, cigarette ou pas, alcool ou pas, donc surpoids ou pas, évidemment, tout ça. Puis plus les facteurs qu'on ne contrôle pas, la génétique, l'âge, évidemment, tout ça. Donc, ils calculent un score. Puis selon ce score qui donne un risque cardiovasculaire sur 10 ans, on a une cible de cholestérol à atteindre, certaines différentes cibles. Donc, c'est là qu'on décide de traiter ou pas. Donc, c'est calculé par le médecin. Fait que quand le médecin décide de prescrire un médicament pour le cholestérol, c'est pas qu'il a décidé donc, toi, là, je t'en prescris. C'est ton tour. Non, c'est ça. C'est vraiment parce qu'on calcule les facteurs de risque avec un outil qu'on a, qui va peut-être évoluer dans le temps, mais pour l'instant, c'est l'outil qu'on utilise. Donc, c'est vraiment de là qu'on peut prévenir avec les habitudes de vie aussi, éviter la cigarette, être actif, bien manger, tout le kit, là, évidemment. Il faut y revenir. Là. Être actif, là, ça ne veut pas nécessairement dire aller s'entraîner 2 heures par jour. Là. Non, exactement. En fait, c'est de bouger tous les jours, trouver quelque chose qu'on aime. Je le dirai jamais assez souvent. Souvent, là, les gyms sont pleins après les fêtes. Puis rendu au mois de juin, et puis personne. Parce que les gens, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, aller au gym. Mais on a l'image en tête que de s'entraîner, c'est d'aller au gym. Mais si on a ça, on risque de ne pas conserver cette habitude-là. Il y a des grandes chances. Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous fait bouger, qu'on aime. Si on n'aime pas ça, les gens sont pas tous comme moi à triper à faire du vélo 2 heures dans le salon là, en regardant le Tour de France. Moi, je suis un bébé bizarre. OK, tu les suis. oui, moi, je pédale autant qu'eux autres en le regardant. Non, mais c'est ça. Mais c'est la plupart des gens vont aimer faire de quoi dehors, que ce soit marcher, que ce soit aller jouer au golf, mais pour prendre une carte de golf, marcher entre les trous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tant qu'on bouge un minimum de 30 minutes par jour, puis de temps en temps d'aller être un petit peu plus intense. Là, parce que plus une intensité plus élevée a un facteur de protection cardiovasculaire un peu plus élevé. On revient avec les fameux intervalles. Exact. Donc, on marche plus tranquillement, un petit bout plus rapide. C'est ça, exactement. Faire pomper la patate un peu parce que c'est ça. L'intensité est plus payante que la durée, finalement. De plus en plus, les études le démontrent. Fait que de se faire souffrir un petit peu là, de temps en temps. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, pas besoin d'aller faire un marathon pour diminuer le risque cardiovasculaire même. Les bénéfices au-delà d'1 heure d'entraînement sont pas. Il n'y a plus de bénéfices pour la santé, pour la performance, après ça, ou pour l'endurance, correct, mais au-delà d'1 heure d'exercice par jour, là, le bénéfice pour la santé il est plus mitigé. Là. Donc, c'est vraiment entre 30 et 60 minutes de faire de quoi qu'on aime par jour, c'est correct. Fait que, ce qui protège principalement cardiovasculaire. Fait qu'on a fait un peu c'est sur le tour de l'angine, syndrome coronarien aigu, puis le problème de tuyauterie qui est un blocage. Il y a les problèmes électriques aussi. Oui. Donc, dans le fond, les différents types d'arythmies. Principal facteur de risque pour l'arythmie, c'est l'âge. Donc, plus on augmente en âge, plus le risque d'arythmie va survenir. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Donc, en fait, on a le cœur. Il y a 2 petites chambres qui sont les oreillettes, les ventricules qui sont les plus grandes. Puis, dans le fond, le système nerveux va aller stimuler, dans le fond, au niveau de l'oreillette, qui, lui, va avoir un autre signal qui part au niveau du ventricule. Donc, tous les faisceaux électriques se parlent pour contrôler la fréquence cardiaque. Donc, c'est des fois, quand il y a une personne qui se sent bien dans la journée, puis à un moment donné, elle se sent un peu étourdie, elle sent quelque chose de bizarre dans sa poitrine, ça peut être ça. Souvent, des palpitations. Les gens vont sentir palpitations, sensation d'essoufflement. Dans le fond, c'est que, c'est quand l'oreillette, quand on dit qu'elle fibrille, c'est que là, elle peut rouler à 120, 130, 140. Finalement, elle ne bat plus. Au lieu de battre, elle fait juste vibrer pratiquement. D'accord. Puis, le ventricule ne va pas nécessairement toujours suivre. Il va
il peut avoir une fréquence cardiaque un peu plus élevée, mais de temps en temps, il peut répondre. Puis là, dans le fond, le ventricule va suivre un peu en ayant, en entendant des palpitations. La fréquence cardiaque va vraiment augmenter pas mal. Là, ça peut aller jusqu'à 120 au repos. Là, on ne file pas pantoute. Là. On sent les palpitations, on a de la misère. Le cœur est moins efficace parce que là, il bat trop vite puis de façon moins efficace. D'accord. Donc, ça, la plupart du temps, l'arythmie en soi n'est pas grave. Si les gens ne sont pas symptomatiques, c'est pas l'arythmie qui est le problème. En fait, le problème qui vient avec l'arythmie, c'est que on augmente le risque de caillot sanguin parce que le sang vient stagnant dans l'oreillette, puis là, il peut coaguler et si un caillot qui se forme là, bien là, il peut partir à quelque part qu'on ne veut pas. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qu'on veut prévenir, souvent, c'est les gens, on va les anticoaguler. Ceux qui font de la fibrillation auriculaire chronique là, vont avoir des anticoagulants. Ce qu'on prévient, c'est la complication. Chez ceux qui sont symptomatiques, évidemment, on va tenter de contrôler la fréquence cardiaque parce que ça devient très inconfortable. Des fois, le cœur peut devenir moins efficace quand s'il est fréquemment en tachycardie. C'est paniquant quand même. Des fois, on fait juste un surplus de caféine, on sent que ça commence des fois, à bouger. Il y a des gens qui ont des extrasystoles. Hein? Ouais. Dans le fond, on peut sentir, il ne faut pas paniquer non plus, que si on sent des palpitations une fois de temps en temps, beaucoup de gens font des extrasystoles. Même moi qui ai une fréquence cardiaque au repos à peu près 45. Expliquez-nous ça, l'extrasystole. Qu'est-ce que c'est? C'est comme dans la systole, en fait, c'est quand le cœur pompe, en fait. Oui. C'est comme s'il y a des petites cellules dans le myocarde qui vont contracter un peu nowhere là, entre les battements cardiaques. Donc, c'est quelques cellules qui s'énervent un peu. Puis ça arrive, c'est très fréquent. Là, mais c'est ça. Même moi, c'est ça qui des fois, quand je suis très relax, là, à un moment donné, je vais en faire une petite palpitation qui ne dure pas longtemps. Fait que c'est pas avoir une palpitation de fois de temps en temps, c'est pas nécessairement grave. C'est pas tout le monde qui a des palpitations qu'il faut qu'il aille tout de suite courir, aller faire un électrocardiogramme. Quand c'est de la fibrillation, c'est beaucoup plus maintenu. Là, ça va pas durer une seconde. Là, souvent, ça va perdurer un petit peu dans le temps, de 30 secondes, une minute. Ça va devenir plus incommodant. Là. Donc, avoir une petite palpitation de fois de temps en temps, on panique pas nécessairement. Là, bon. Ça fait que ça peut être simplement une extrasystole. Mais si c'est plus fréquent, si c'est plus soutenu, on est mieux de consulter là, pour aller passer un électrocardiogramme. Évidemment, comme je dis, plus l'âge avance, plus le risque augmente. Évidemment, on va consulter notre médecin pour ce genre de choses-là. Qu'est-ce que le pharmacien peut faire pour nous aider? En fait, souvent, c'est que nous, une fois, les gens, c'est des situations d'urgence. Hein, souvent, fait que les gens vont se ramasser à l'urgence pour être évalués. Évidemment, via un package deal de médicaments, quelqu'un qui fait un syndrome coronarien aigu ou souvent, on a le classique là, du monsieur qui a 65 ans, il n'a jamais pris de pilule de sa vie, il n'est pas allé consulter. Lui, il n'était pas malade, il est quand même allé chez le médecin. Puis, écoute, moi, ça va bien, je vais bûcher, je suis correct. Mais là, la dernière fois, il est allé bûcher, il est écrasé, puis là, il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Puis là, il s'est ramassé à l'hôpital, comme ça. Puis là, du jour au lendemain, il ressort avec 6 pilules. Il faut gérer ça, c'est ça. Gérer que les patients, que les patients comprennent bien pourquoi ils prennent. Parce que quand on fait un premier événement cardiovasculaire, que ce soit un infarctus, nous, la médication sert principalement à prévenir un deuxième événement. Dans le fond, parce que quelqu'un qui a été, on le sait maintenant qu'il est à risque, s'il y a des plaques de cholestérol qu'on a dilatées, on a mis des tuteurs, on sait que les autres vaisseaux sanguins peuvent bloquer aussi. Donc, on sait que ce patient-là, il est athérosclérotique, donc il y a des plaques de cholestérol dans ses artères. Donc, il peut refaire un deuxième événement. Donc, le but après ça, c'est que là, on est en prévention secondaire. Ce qu'on veut prévenir, c'est un deuxième événement. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a eu un tuteur coronarien, qu'on a mis on a dilaté l'artère, on a mis un tuteur pour que ça reste ouvert, il va avoir une médication antiplaquettaire parce qu'il peut se faire un petit caillot proche de ce tuteur-là, évidemment, parce que la pose du tuteur peut irriter l'intérieur du vaisseau sanguin. Donc, il y a déjà une pilule, il y a l'aspirine aussi qu'on donne aussi comme antiplaquettaire. Il y a un médicament pour le cholestérol, c'est sûr, à haute dose, parce que dans le fond, ce patient-là devient très agressif sur le taux de cholestérol. S'il y a eu un peu d'insuffisance cardiaque secondaire, là, il va avoir une médication pour ralentir sa fréquence cardiaque, puis une médication aussi pour protéger son cœur à long terme. Parce que des fois, quand il y a une bonne claque, le cœur, quand il ressort de là, il est plus aussi efficace, il pompe moins bien, ça peut récupérer avec le temps. Mais des fois, on donne la médication préventivement là, pour aider le cœur à récupérer. Fait que c'est comme ça, juste en sortant, là, juste avec ça, il y a 5 pilules. Puis là, le patient, il faut lui expliquer, monsieur, là, lui, c'est un gars de bois, il n'a jamais été malade, toujours été en forme. C'est une claque au moral aussi. Donc, nous, c'est d'accompagner le patient qui comprend bien pourquoi on prend la médication, puis expliquer ce qu'on veut. Souvent, quand ils ressortent, ils sont bien parce qu'ils viennent de se faire débloquer. D'expliquer que, oui, on les a remis sur pied, puis ils vont fonctionner comme ils peuvent. La plupart du temps, à peu près comme ils fonctionnaient avant, sauf que ce qu'on veut, c'est qu'il faut avoir en tête que maintenant,
on a une condition cardiovasculaire, puis il faut éviter un deuxième événement. Fait que c'est de les accompagner, expliquer bien, qu'ils comprennent bien, qu'ils adhèrent à leur traitement pour éviter les complications puis d'autres problèmes. Puis pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans la médication, dans la prise de médication. Oui, parce que souvent des gens, c'est ça. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est sûr que le monsieur qui n'avait pas, qui se ramasse avec 6, puis mettons, on essaye de regrouper un peu les prises, rendre ça, mais des fois, on n'a pas le choix de faire 3 prises par jour, mais là, ça pourrait qu'il l'oublie. Fait qu'il y a soit des alarmes, soit des piluliers, soit des... On essaie de trouver des trucs pour qu'il pense. Là, souvent, dans les premiers semaines, mois après l'événement, ils pensent plus facilement parce que là, c'est frais en mémoire, puis ils ont eu peur. Là. Souvent, les gens, quand même... Des fois, c'est avec quand les années s'étirent que ça devient un petit peu plus difficile, parce que là, ça devient moins frais, puis là, les gens, ben, tu sais, on se repense un peu à l'abri et tout ça. Fait que, on n'est jamais souvent, à l'abri. Non, jamais personne, effectivement. J'espère que ça a éclairci un peu qu'est-ce que c'était le cœur avec Daniel Lachance aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines.